Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de Selecticast, le podcast dédié à la foncière cotée Selectirente. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les temps forts qui ont marqué ces dernières semaines chez Selectirente. Pour cela, je suis accompagnée de Jérôme Descamps, président de Selectirente Gestion, et de toute son équipe, composée d'Elisabeth Donte, la directrice immobilière, de Tess Lidolf, qui est responsable financière, et de Dany Abiazar, le directeur administratif et financier. Bonjour à tous les trois. Alors tout d'abord Jérôme, comme il s'agit de notre premier épisode, peux-tu présenter rapidement Selectirente pour les personnes qui nous découvrent ? Bonjour à tous et ravi d'être là pour ce premier podcast. Selectirente a été créée en 1997 par des professionnels de l'immobilier. C'est la seule foncière cotée française et l'une des rares en Europe spécialisée dans l'immobilier de murs de commerce de proximité en centre-ville de métropole. La société est aujourd'hui dotée d'un portefeuille de boutiques et de magasins et de quelques lots de bureaux, d'une surface en général de 50 à 300 m², en moyenne de 150 m², patrimoine d'une valeur de 550 millions d'euros situé en cœur de ville, ce qu'on appelle l'hypercentre des grandes villes, et actuellement à plus de 60% dans Paris intramuros, là où la densité piétonne est la plus élevée. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quels sont les types de locataires de Selectirente ? Alors ces locataires sont très diversifiés. Ce sont des commerçants, aussi bien des indépendants que de grandes enseignes nationales et internationales, aux activités très diversifiées comme la santé, la beauté, l'alimentaire, les services bancaires et d'assurance, les loisirs, la restauration et la vente à emporter, l'équipement de la maison et beaucoup d'autres activités. La diversification sectorielle et commerciale des locataires étant un objectif essentiel dans la stratégie d'investissement de la société qui permet de lisser le risque locatif. Partant de ce portefeuille granulaire et très diversifié, Selectirente a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques, et donc de générer des revenus locatifs sécurisés et à optimiser, dans une perspective de détention à long terme, les valeurs et les rendements de ses actifs immobiliers. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation. Alors nous allons maintenant aborder un sujet lié à la finance, qui a été une grosse actualité de cette année. En effet, cet été, Selectirente a conclu avec succès un refinancement de 80 millions d'euros en anticipant sa seule échéance de 2025. Dany, tu es le directeur financier de Selectirente. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le contexte de ce refinancement ? En effet, en juillet, Selectirente a conclu un refinancement de 80 millions d'euros, anticipant de plus de 9 mois l'échéance d'une ligne de dette. Ce refinancement représente plus de 35% de l'endettement actuel. Il permet donc de rallonger la maturité de la dette globale, qui devient de l'ordre de 5 ans, et nous permet en même temps de disposer de nouveaux moyens financiers pour saisir les opportunités du marché. Et plus concrètement, ce refinancement est composé de 2 lignes distinctes. La première de 50 millions d'euros de crédit corporate hypothécaire in fine, d'une durée de 5 ans avec 2 options d'extension d'1 année chacune. Et la seconde est d'un ligne RCF, un crédit revolving de 30 millions d'euros sur 3 ans, avec une extension possible d'1 année. Et l'objectif, là, c'est de financer la croissance de la société, notamment au travers d'acquisitions. Et concrètement, aujourd'hui, les liquidités de la foncière se portent à quel montant ? Donc aujourd'hui, nous disposons de près de 30 millions d'euros pour saisir les opportunités de marché et de poursuivre notre stratégie d'investissement pour développer notre patrimoine. Cela promet de futurs très beaux investissements pour Selectirente. Nous les suivrons bien entendu dans ce podcast. Alors plus récemment, ce refinancement a été transformé en SLL, Sustainability Linked Loan. Peux-tu nous en parler ? Oui, en effet, nous avons converti notre financement en SLL à fin octobre 2024. C'est une catégorie de financement durable d'origine anglo-saxonne. Ce dernier repose sur des objectifs ESG indexés sur 3 critères de performance extra-financière qui peuvent impacter nos marges bancaires. Il y a par exemple dans les critères retenus l'adaptation des actifs au changement climatique ou encore la réduction de la consommation d'énergie du patrimoine immobilier. Chaque année, nous piloterons ces différents KPI qui seront bien évidemment audités et selon leur évolution, notre marge bancaire pourra être impactée. Et concrètement, que représente ce refinancement durable pour Selectirente ?
Pour Selectirante, ce financement illustre la capacité de la foncière à déployer une stratégie alignée avec les enjeux climatiques, urbanistiques et sociétaux d'aujourd'hui et de demain. En effet, Selectirante avait déjà beaucoup travaillé sur les enjeux ESG de son patrimoine et a publié depuis 2023 sa charte ESG. Avec ce refinancement, Selectirante confirme donc sa volonté de s'engager auprès de ses actionnaires et du marché de sa démarche et engagement au niveau ESG. Ainsi, en transformant ce refinancement en SLL, nous sommes en train de verdir aussi bien le passif de notre bilan que les actifs immobiliers de Selectirante. Merci Dany pour ton éclairage sur le sujet et félicitations pour la signature de ce financement durable. Pour le prochain sujet, je vais m'adresser à Elisabeth qui s'occupe plus particulièrement de l'immobilier chez Selectirante. Concernant les acquisitions ou les relocations d'actifs, est-ce qu'il y a eu du nouveau dernièrement ? Oui, tout à fait. Il y a eu de nombreuses relocations de nos actifs, en particulier à Paris. À titre d'exemple, nous avons loué l'un de nos actifs emblématiques de la rue de Rambuteau dans le 1er arrondissement de Paris, à Odestore, qui est l'un des leaders italiens de la vente de snacks sucrés et salés. Et il me semble que c'est leur première implantation en France en plus, n'est-ce pas ? Exactement. Odestore signe son arrivée en France en louant l'un des actifs de Selectirante situé face au Forum des Halles sur une surface de 320 m². L'actif est idéalement situé à proximité du hub de transport en commun de Châtelet-les-Halles et desservi par de nombreuses lignes de RER, de métro et de bus. Il ne manquera pas d'attirer du monde dans cette rue piétonne très commerçante qui est l'une des plus empruntées dans le centre de Paris. Nous sommes donc ravis de l'accueillir, surtout que c'est une entreprise qui a connu un fort développement ces dernières années. Elle nourrit de grandes ambitions sur le marché français et cette opération s'inscrit pleinement dans notre recherche de qualité et de diversification des locataires. Une entreprise à suivre de près donc. Merci Elisabeth. Alors Jérôme, pour conclure ce podcast, je te propose de nous parler de l'une de tes dernières tribunes qui a été relayée dans plusieurs médias. Le titre est le suivant : Les commerces physiques ne disparaissent pas, ils s'adaptent. Peux-tu nous expliquer comment les commerces de proximité font pour s'adapter dans le contexte actuel avec l'essor du e-commerce notamment ? Eh bien, on pourrait penser que les commerces physiques sont impactés par la nouvelle tendance des consommateurs à acheter de plus en plus en ligne, et pourtant, il n'en est rien. Au niveau national, l'effet de la concurrence du e-commerce ne paraît plus beaucoup jouer dans la fréquentation des magasins physiques. D'ailleurs, la FEVAD, la Fédération du e-commerce, évoque des parts de marché se stabilisant autour de 10% du commerce de détail. Et d'après le dernier baromètre du programme du gouvernement intitulé Action Cœur de Ville, paru en mai dernier, 64% des Français se disent attachés au centre-ville, dont 21% très attachés, soit une augmentation de 3 points par rapport à 2023. La fréquentation des centres-villes est en hausse en 2024 et retrouve même ses niveaux de pré-Covid. Les commerces de proximité sont donc aujourd'hui des acteurs centraux des villes. Ils n'ont pas qu'un caractère marchand, mais sont surtout générateurs de liens sociaux et constituent pour les Français de vrais repères. Ils sont essentiels au vivre ensemble. Donc pour toi, les commerces physiques ne sont pas voués à disparaître du jour au lendemain, malgré un changement des habitudes de consommation ? Non, pas du tout. En effet, ils doivent et sont plutôt en train de poursuivre leur mutation. Le commerce physique devrait continuer à faire l'objet de nombreuses transformations, comme les nouveaux modes de consommation des ménages, l'arrivée de nouveaux concepts et de nouvelles enseignes étrangères, le concept de la ville du quart d'heure, le renouveau de la proximité, la digitalisation, l'impact ou les impacts de la loi climat et résilience, etc. Les acteurs de l'immobilier ont pris conscience de ce qui est en train de se jouer et suivent les méga-tendances favorables au commerce physique, comme la métropolisation, le vieillissement de la population, le retour de la proximité, le besoin de nouveaux lieux d'accueil et de convivialité, la piétonisation et mobilité douce en milieu urbain et la diminution de l'usage de la voiture qui encourage la réduction des longs trajets et favorise les achats dans les commerces de proximité. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces explications. C'est la fin de notre podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Pour continuer à suivre les actualités de Selectirante, je vous invite à suivre la page sur LinkedIn ou à consulter le site internet selectirante.com. Merci à toute l'équipe de Selectirante d'avoir été présente sur ce premier podcast. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Merci et au revoir.